Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau portrait de psychologue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Anthony. Bonjour Lucie, et merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Avec plaisir. Et Anthony, tu es neuropsychologue spécialisé dans la clinique de l'enfance et de l'adolescence. Aujourd'hui, tu as des missions de formation dont on parlera et tu exerces aussi en CMPP, en centre médico-psychopédagogique, notamment auprès des jeunes ayant une déficience intellectuelle. Si j'ai bien compris aussi ton parcours, tu as une expérience marquante en clinique du sommeil et à la suite de cela, tu as développé un intérêt pour les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales et tu t'es également formé à l'hypnose ericksonienne. C'est toujours difficile à dire ce mot. Est-ce que c'est bien ça, Anthony? Oui, c'est à peu près ça. Alors, pour le coup, en CMPP, je travaille uniquement avec des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement et pas forcément des déficiences intellectuelles. Ça, c'était sur un autre job. Et j'ai une petite expérience en clinique du sommeil. Et puis, pour le reste, c'est OK. D'accord. Et alors du coup, c'était quoi cette autre expérience plutôt dans la déficience intellectuelle? Cette autre expérience, c'était dans un IEM en Guyane française en tant que neuropsychologue junior. Ah oui, d'accord. Alors c'est vrai que tu connais aussi Anaëlle qu'on a déjà reçue, précédemment dans le podcast et c'est, alors je sais pas si vous êtes connus spécifiquement en Guyane française ou si c'est une fois de retour en France que finalement, vous avez un petit peu plus, collaboré ensemble, mais vous avez eu cette même, spécificité, on va dire, au début de carrière de partir, à l'étranger. Enfin, c'est que ça reste en France, mais sur un autre continent quand même. Oui, oui, bien sûr. Oui, effectivement, je connais bien Naël. C'est une bonne amie à moi. Et alors, on s'est connus plutôt en Guyane française. En fait, on est issus du même master en neuropsychologie. Et lorsque j'avais dit à mes maîtres de stage à l'époque que je partais en Guyane française, on m'avait donné le contact d'Anaël et on avait conversé avant que j'arrive sur place. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, bon, je pense qu'on s'est bien trouvé. C'est une très bonne partenaire professionnelle avec qui je partage énormément d'idées et énormément d'idées créatives. Donc voilà, c'est une personne qui m'inspire beaucoup sur le plan professionnel. Ah, c'est chouette de pouvoir faire des liens entre, vos 2 profils du coup qui se complètent, un petit peu, j'imagine. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier toi? Est-ce que c'est les études ou est-ce que, tu avais déjà l'idée avant de commencer tes études de faire neuropsychologue? Alors, pas du tout, je connaissais pas du tout la neuropsychologie avant d'entrer en psycho. Le choix de la psychologie, c'était un petit peu ce qui m'intéressait plus ou moins après le bac. Je savais pas trop ce que je voulais faire non plus. Et puis, quand j'ai commencé la psychologie, j'ai adoré, et notamment la psychologie clinique. Donc, c'est quelque chose qui m'animait beaucoup. Et ensuite, j'ai eu mes premiers cours de neurosciences. Et là, j'ai eu comme une illumination et je me suis dit, non, mais en fait, j'abandonne tout, c'est ça que je vais faire. Et bon, j'avais pas mal de facilité en biologie, donc ça m'a pas mal aidé. Et puis, je voulais ce lien entre les neurosciences et la psychologie. Je suis quelqu'un de très cartésien et très logique, et je me suis dit, bah, s'il y a bien un organe qui s'occupe de tous nos comportements, de tous nos états d'âme, c'est bien le cerveau. L'occulter, ce serait quelque chose d'un peu difficile. Donc, je voulais vraiment une pratique de la psychologie qui incorpore les neurosciences. Et pour le coup, la neuropsychologie le fait très bien. Donc voilà, la neuropsychologie le fait très bien. Donc voilà, je me suis engagé là-dedans. Oui donc, encore une fois, c'est vrai un peu comme, aussi le parcours avec, Anaëlle. Un intérêt pour, la biologie et les sciences qui t'ont conduit plutôt à la neuropsychologie que finalement à la psychologie et c'est vrai que je sais pas si c'est le cas de tous, les neuropsychologues, mais on sent en tout cas cette spécificité, cet attrait pour,
l'étude du cerveau, plus précisément dans la neuropsychologie? Alors c'est vrai qu'il faut une certaine appétence pour les neurosciences et pour la biologie, puisque ça fait vraiment partie intégrante du cursus. Après, j'ai pas laissé de côté non plus la psychologie clinique parce que c'est quelque chose qui m'avait séduit au départ et je m'en suis intéressé en parallèle de tout mon cursus en neuropsychologie et c'est pour ça que euh, je suis issu d'un master assez intégratif sur lequel on fait à la fois de la psychopathologie et à la fois de la neuropsychologie. Et donc, ça m'a permis moi, sur mes pratiques, de concilier un peu les deux et de suivre à la fois des stages en psychologie clinique et à la fois des stages en neuropsychologie, ce qui m'a pas mal armé pour la suite. Oui, c'est ça, tu as privilégié des stages, qui font un peu les 2, on va dire, pour avoir une approche, assez, complémentaire aujourd'hui dans ta pratique. Ouais, c'est bien ça. Et donc c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de neuropsychologues pour le moment qui exercent, en CMPP. Alors le podcast n'est pas, n'invite pas seulement des neuropsychologues, donc c'est pas une spécificité, mais c'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup de neuropsychologues. Et je me demande comment toi ça se passe au quotidien avec les jeunes, parce que peut-être tu fais un petit peu différemment que les autres neuropsychologues qu'on a reçus jusqu'ici. Qu'est-ce qui fait qu'on est amené à te consulter? Est-ce que toi aussi il y a des liens avec l'école? Est-ce que tu fais beaucoup de bilans neuropsychologiques? Ou est-ce que tu as aussi d'autres missions, plus diverses? Alors c'est vrai qu'en CMPP, on a un cadre de fonctionnement qui va être assez similaire entre tous les CMPP euh, qui sont orientés TND, donc troubles du neurodéveloppement. L'idée, c'est qu'on a plusieurs missions à chaque fois au sein d'une institution et la première, ça va être de participer à une aide diagnostique. Donc, nous ne posons pas de diagnostic, mais nous aidons le médecin en tout cas à poser des diagnostics à travers les démarches de bilan neuropsychologique. Donc voilà. Donc, dans ces bilans, c'est vrai qu'on va s'intéresser. Alors, on a une vision enfin, de l'extérieur, beaucoup de personnes qui ont une vision très portée sur les tests en neuropsychologie. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de tests quand même, on fait beaucoup de testing, mais pas que. Et ça, c'est important de le préciser, c'est que dans sa définition, c'est vrai que la neuropsychologie, c'est s'intéresser aux changements comportementaux dus à une altération cérébrale, si on reprend la première définition, et au comportement, pour le coup. Donc, il faut allier les deux. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est plutôt la démarche de bilan qui va nous permettre de comprendre le fonctionnement d'un patient. Les patients nous sont orientés plutôt en général par le médecin ou par certains membres de l'équipe. Ils sont orientés plus généralement vers le CMPP. Ça peut être par des médecins généralistes, par l'école, par beaucoup d'acteurs autour des enfants. Donc, le médecin voit l'enfant, puis ensuite, il fait des indications de bilan. Et parmi ces indications, il peut y avoir des bilans neuropsychologiques quand il se pose des questions sur, par exemple, le fonctionnement attentionnel d'un enfant, le fonctionnement mnésique, bon, un peu plus rare, mais ça peut arriver. Et puis le fonctionnement général, global. Dans ce cadre-là, on sera plutôt amené à faire ce qu'on appelle des tests communément ce qu'on appelle des tests de quotient intellectuel, qui regroupent tout un tas d'épreuves qui vont nous permettre d'analyser, en tout cas de manière globale, le fonctionnement de l'enfant. Il peut y avoir différentes indications, donc différents types de bilans, euh, et puis on combine à la fois les tests psychométriques qui vont nous permettre à partir d'étalonnage de regarder le positionnement de l'enfant, savoir s'il a un fonctionnement plutôt dans la norme ou alors qui s'écarte de la norme. Et ensuite, on peut aussi affiner ces résultats, donc non seulement à travers notre analyse des erreurs de l'enfant, donc c'est-à-dire notre analyse qualitative au moment de la passation des tests, qu'est-ce qu'on observe chez l'enfant quand il réalise ses épreuves, et puis en ajoutant aussi des observations donc comportementales, donc à travers des entretiens avec les familles, les enseignants, et puis aussi via des questionnaires qui nous permettent de relever tout un tas de symptômes qu'on n'a pas forcément pu aborder pendant les entretiens, parce qu'on est limité aussi dans le temps, et qui nous permettent d'affiner comme ça le profil de l'enfant et de donner par la suite des recommandations thérapeutiques
adapté à chaque profil. D'accord et pour que ce soit peut-être plus, illustré pour, les personnes qui visualisent pas forcément à quoi correspond un rendez-vous chez un neuropsychologue, est-ce que tu aurais un exemple, une illustration d'un patient un peu type que tu pourrais recevoir toi dans ton bureau? Et qu'est-ce que tu pourrais lui proposer de faire en séance? Qu'est-ce qui pourrait découler à la suite de ça, pour lui? Qu'est-ce que ça en quoi ça peut l'aider au quotidien de te consulter après par la suite? Alors, sur ça, prenons l'exemple, eh bien, d'un enfant qui est orienté par, le médecin de l'équipe. Donc, il a une plainte générale qui va être, des difficultés scolaires avec, des difficultés, d'attention, mais pas que. Il peut y avoir certaines difficultés dans le raisonnement ou, une manière d'aborder les apprentissages qui lui permet pas forcément d'être efficace. Donc on va rencontrer l'enfant, on va rencontrer souvent avec ses parents, donc soit l'un, soit l'autre, soit les 2. Et puis on va démarrer un premier entretien qu'on appelle l'anamnèse. Ça va nous permettre de recueillir tout un tas d'informations, sur le développement de l'enfant, sur le sommeil de l'enfant, sur, est-ce qu'il a déjà eu des traitements? Est-ce que, tout s'est bien passé, au niveau de la grossesse? Quelles sont les plaintes précises au niveau des apprentissages? Et comment il fonctionne au quotidien dans la cognition? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il arrive à mémoriser, des consignes, par exemple, à comprendre les règles quand il joue à des jeux, et cetera, et cetera. Donc on va poser tout un tas de questions, donc sous forme d'entretien, sous forme de discussion. Et puis ensuite, on va proposer un test. Voilà. Donc un ou plusieurs en général. Hem, Dans ce cadre-là, souvent les tests dits de première intention, c'est ce qu'on va appeler les échelles de Wechsler. Donc elles vont, permettre de, situer l'enfant sur différentes catégories, donc tout ce qui est, les analyses visuo-spatiales, tout ce qui est, la un peu de compréhension verbale, tout ce qui est en rapport avec la mémoire de travail, donc notre capacité à pouvoir retenir des éléments sur le court terme, comme un numéro de téléphone par exemple et la capacité de l'enfant à pouvoir, être rapide, sur certaines tâches. Associé à ça, on peut y ajouter différentes épreuves, donc si on voit des plaintes exécutives, donc c'est-à-dire, qui font appel, aux fonctions exécutives comme l'inhibition, avoir cette capacité à pouvoir s'arrêter pour faire quelque chose, la capacité de pouvoir être flexible, de facilement passer d'une tâche à une autre sans avoir de bug entre les 2 ou notre capacité à pouvoir mettre à jour des informations en mémoire. Donc toutes ces fonctions-là, on peut les évaluer, proposer des tests spécifiques qui vont, sous forme d'épreuves. Donc on a tout un tas d'épreuves, parfois l'enfant va devoir manipuler, parfois il va devoir comprendre une suite d'images, inférer un raisonnement, logique à partir de ce qu'il voit. Il va devoir retenir certaines choses qu'il entend ou certaines choses qu'il va voir comme, voilà, une suite d'images ou une suite de chiffres. Il va falloir, qu'il utilise des aptitudes graphiques par moment. Voilà, donc tout un tas d'indications. À la suite de ce bilan, en termes de recommandations, ça va souvent être, des aménagements pour l'école ou bien on va continuer vers une démarche d'accompagnement en neuropsychologie qui sera située dans ce qu'on appelle, voilà, la pratique en général de la remédiation cognitive. Oui, c'est-à-dire que si on décèle des difficultés chez l'enfant, on lui propose, des petits exercices, des petits ateliers qui lui permettent de travailler un peu cette difficulté comme lorsqu'on va, par exemple, chez l'orthophoniste et qu'on a des difficultés de prononciation, l'orthophoniste va faire des petits exercices pour remédier à ça. Bah, c'est la même chose par rapport à l'attention, à la mémoire, et tout ce que tu viens de citer, oui. Alors, oui, c'est ça. Concrètement, c'est ça. C'est qu'on va proposer des petits exercices, des petits ateliers, des choses qui vont permettre à l'enfant, de développer certaines capacités avec, toutes les limites que ça a aussi. On n'a pas de baguette magique malheureusement, mais heu, mais en tout cas, ça va nous permettre ça devrait permettre à l'enfant d'y voir un peu plus clair, déjà dans son fonctionnement à lui et puis, de s'adapter de manière plus pragmatique,
à son contexte de vie ou à son contexte d'apprentissage, à développer certaines stratégies qui vont lui permettre de compenser certaines difficultés, par exemple. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu préfères dans ton environnement de travail, que ce soit au CMPP ou aussi le fait que tu aies, peut-être cette flexibilité avec la formation, c'est peut-être ça aussi que tu apprécies, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un peu une question que j'ai l'habitude de poser pour savoir, quel contexte de travail nous plaît ou pas. Alors sur le métier en lui-même, moi j'adore mon métier, c'est un peu un métier passion. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien et pas seulement pendant mes heures de travail. Sur le fait de travailler en CMPP en soi, c'est une population qui m'intéresse beaucoup. Alors déjà pour l'appétence pour les troubles du neurodéveloppement, et puis pour l'âge aussi, la tranche d'âge, où on voit des enfants qui ont un âge un peu plus avancé que dans les CAPS. Donc, par exemple, on est plutôt chez des enfants qui ont 6 ans et plus, et pour lesquels on voit une évolution réelle. Ils ont cette capacité à pouvoir souvent s'approprier le contenu des séances, et donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, sur l'aspect institutionnel, ce qui est intéressant, c'est ce travail en équipe. Travailler en équipe, c'est toujours d'une grande richesse d'avoir des professionnels qui ont chacun leur expertise, qui amènent chacun et chacune leur pierre à l'édifice, qui permet de cerner un peu plus le profil de l'enfant, ses difficultés, et d'aborder des solutions thérapeutiques qui peuvent être en tout cas beaucoup plus porteuses, peut-être efficaces aussi pour l'enfant et pour son entourage aussi. Dans le suivi du patient, on voit pas seulement le patient, on peut être amené à voir l'entourage, et ça permet d'avoir un effet en tout cas très positif sur l'enfant, sur le suivi, d'optimiser en tout cas certaines parties du suivi pour accompagner l'enfant dans ses difficultés. Et dans le CMPP où tu exerces, vous êtes combien de professionnels au total et qui sont-ils? Que font-ils, au sein du CMPP? Alors, on a un peu plus d'une dizaine de thérapeutes au total. Et puis, bah, chacun a sa spécificité. Il y a des orthophonistes, des psychomotriciennes, des éducateurs spécialisés, il y a des psychologues, donc plutôt d'orientation clinique. On va avoir aussi une psychopédagogue, globalement, des assistants sociaux aussi qui sont d'une grande aide dans nos pratiques. Voilà. Et donc tous ces professionnels, enfin, une partie de certains des professionnels peuvent suivre une situation d'une famille avec toi, en fait. Vous pouvez être plusieurs professionnels pour un seul enfant? Oui, bien sûr, c'est même l'une des conditions d'entrer au CMPP, c'est que si le besoin de l'enfant ne se situe que sur le versant orthophonique, c'est pas intéressant pour lui d'avoir un suivi en CMPP. D'accord. Pour ça, la condition, c'est qu'il ait un suivi pluridisciplinaire, qu'il y ait un besoin qui nécessite un accompagnement pluridisciplinaire, et qui nous permet voilà, faire cette étape un peu diagnostic et puis suivi, accompagnement des enfants, des familles autour de ces problématiques. Et vous avez des réunions dédiées pour pouvoir parler, des situations? Ou bien, est-ce que ça se fait de manière un peu informelle ou entre vous, vous prenez une réunion, un temps pour, discuter de tel ou tel enfant? Non, non, bien sûr, il y a les deux. Il y a à la fois des réunions formelles qui vont nous permettre de réfléchir autour d'une situation en particulier. Et puis, il y a des réunions un peu plus informelles, et sur lesquelles on discute de certains accompagnements entre les suivis, des choses comme ça qui nous permettent d'avancer. Les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Ça nous permet d'y voir un peu plus clair dans la situation, de se décentrer un peu parfois, et puis voilà, de proposer, d'ajuster au fur et à mesure nos propositions thérapeutiques. Eh oui, 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 tout à fait. Et alors du coup, par rapport à la formation, est-ce que je ne sais pas combien de temps tu occupes, le CMPP? Est-ce que c'est un plein temps et la formation est à côté en plus? Ou est-ce que tu as vraiment des heures dégagées, pour, faire tes missions de formation? Et pourquoi est-ce que tu as souhaité te diriger vers ces missions-là? C'est une très bonne question. C'est vrai que
Je me suis lancé dans la formation il y a quelques années. Ça fait pas très très longtemps. Là, en ce moment, je suis majoritairement en structure, donc à 80%, et puis 20% de mon temps de travail est dédié à la formation. Pourquoi j'ai voulu commencer la formation? Par le désir de transmettre aussi. C'est quelque chose qui m'animait déjà beaucoup à l'université, en aidant certains étudiants, etc., sur la compréhension de certains concepts. Et j'ai voulu continuer là-dedans. Et j'ai pas trop envie de peut-être recommencer vers un parcours universitaire de type thèse pour devenir plus tard enseignant, enfin maître de conférences, etc. Donc le plus simple et le plus rapide, disons que c'était plutôt le domaine de la formation, donc j'y connaissais pas grand-chose au début. Et puis de fil en aiguille, ça m'a beaucoup plu de pouvoir transmettre ces informations, de pouvoir élaborer un contenu. C'est un travail de recherche qui est vraiment très stimulant. Et je suis toujours à la recherche, que ce soit dans mon métier ou autre, de multiplier un petit peu les domaines passion dans ma vie. Et ça en fait partie. Comment on optimise, voilà, une formation pour que le contenu soit accessible pour les apprenants, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis les thématiques que j'enseigne aussi, bien entendu. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans ce 20%, j'ai à la fois quelques cours à la fac, donc plutôt en visio. Enfin, j'ai un cours à la fac en visio. J'ai aussi, je fais partie d'un organisme qui s'appelle Autorégulation Plus, qui sont très spécialisés TND, particulièrement dans le trouble du spectre de l'autisme. Ça me plaît beaucoup. Donc l'idée, voilà, c'est de former d'autres professionnels de soins, donc dans des structures ou autres, à des pratiques, soit sur le plan théorique, soit sur le plan un petit peu plus pratique. Je travaille aussi pour un autre organisme de formation à La Réunion, voilà, toujours en distanciel, du coup, là, plus spécifiquement sur la thématique du trouble du sommeil. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me permet de mettre un petit peu de côté la pratique en institution pour faire autre chose, ce qui est très stimulant au quotidien, très stimulant professionnellement. J'aime beaucoup. Voilà. En fait, tu interviens auprès des étudiants, mais aussi auprès de professionnels. Effectivement, il doit falloir être très flexible et adapter son contenu. Alors, ça doit être, oui, assez stimulant de savoir comment amener, tes théories ou amener, les concepts que tu veux proposer. Oui, c'est ça. Alors du coup, c'est deux choses un petit peu différentes. C'est vrai que les cours à la fac sont c'est un déroulé assez pédagogique, assez constant. Et alors que dans les formations d'autres professionnels, on peut avoir des questions un peu plus précises sur la pratique qui demandent parfois d'ajuster le contenu de formation pour répondre aux questions des personnes. Et cette flexibilité-là, en tout cas, enfin, moi j'aime beaucoup, en tout cas. Alors maintenant, je pense qu'on a bien compris quand même, ce que tu fais au quotidien, comment tu travailles. Donc, je passerai bien aux questions du grand public. C'est, ces questions qui sont posées sur, mon compte Instagram @la chaîne psy. Et donc, on va passer à la première question qui a été posée, plus par rapport à ton intérêt sur la clinique du sommeil. Comment ton intérêt pour, cette clinique alimente aujourd'hui, au quotidien ta pratique, notamment auprès de tes patients du coup au CMPP? Ah, ça, c'est une super question. Merci de la poser. Alors, j'ai un gros intérêt pour la clinique du sommeil, effectivement. Peut-être que je saoule beaucoup de monde à, à, à- à appuyer beaucoup à insister en tout cas sur le sommeil des enfants ou des adolescents. Je trouve que c'est un parent pauvre des troubles du neurodéveloppement et peut-être de la clinique de manière assez générale et qui mérite toute notre attention. Une grande partie de la vie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, ça va être le sommeil. Statistiquement, on est à peu près sur un quart de notre vie, de notre année où on va passer du temps à dormir. Et donc, ça mérite toute notre attention, d'autant que ce sommeil vient
impacter directement les signes cliniques de l'enfant, que ce soit les enfants avec troubles du neurodéveloppement clinique, de symptômes, vont être influencés par l'état de la nuit. Si l'enfant dort bien, c'est très bien, c'est que ça permet d'avoir un état de base assez fidèle à sa pathologie. Par contre, s'il dort mal, ce qui peut faire aussi partie intégrante de sa pathologie, mais s'il dort mal, ça va avoir un impact important sur ses symptômes, sur l'expression clinique de l'enfant dans son quotidien éveillé. Ce moment, en fait, pendant lequel on le voit euh, en CMPP, donc nous on le voit éveillé, mais il y a toute une partie de la nuit qui est parfois négligée et qui mérite en tout cas toute notre attention. Et donc, est-ce que toi, tu préconises un petit peu aux parents des solutions pour améliorer le sommeil de l'enfant et revenir après pour voir comment sont les symptômes après une amélioration du sommeil de l'enfant? Oui, oui, ça m'arrive assez souvent. Euh, Parfois, il y a aussi des collègues qui m'envoient voilà, certains patients en consultation avant de démarrer leur thérapie pour que le sommeil, enfin essayer en tout cas de normaliser du mieux possible le sommeil de l'enfant avant de démarrer certains traitements. Donc oui, parfois même dès l'anamnèse, lorsque j'observe certaines difficultés, je pose des questions un peu plus spécifiques et je donne des conseils directement aux parents pour essayer de voir s'il y a un effet ou pas. Et si je vois en tout cas qu'il y a une difficulté importante sur le plan du sommeil, à ce moment-là, par contre, je proposerai des types de thérapies plus spécifiques qui vont demander plus d'investissement thérapeutique qu'une simple recommandation qui peut être très rapide. Oui, d'accord. Tu vas vraiment venir intégrer d'abord la question du sommeil à la thérapie avant d'aller voir plus loin finalement. Intégrer la question du sommeil à la thérapie, Je veux dire dans le sens où dans l'anamnèse, tu vas poser cette question du sommeil et si tu vois que c'est quelque chose qui est très difficile à la maison ou il y a un manque de sommeil vraiment important chez l'enfant, c'est quelque chose que tu vas traiter plus profondément avant de potentiellement aller voir d'autres problèmes, c'est ça? oui, toujours. Toujours ça en première intention. C'est vrai. C'est bien de le préciser. Donc oui, alors dès l'anamnèse, je repère un petit peu les difficultés. J'observe, savoir s'il y a juste besoin de quelques recommandations, d'évaluer bien entendu si ces recommandations ont été mises en place et si elles ont fonctionné. Et puis de proposer des solutions thérapeutiques adéquates avant la mise en place d'un accompagnement en neuropsychologie, par exemple. Parce que pour moi, ça fait partie d'une condition de première intention avant un traitement que d'avoir un sommeil de bonne qualité et de bonne quantité aussi chez l'enfant ou chez l'adolescent. D'accord. Et du coup, de ce fait, il y a une question d'un auditeur, je pense que ça sent un petit peu le vécu, qui demande, comment trouver un moyen de se dégager d'un rituel d'endormissement néfaste où on va regarder des vidéos, on va, faire tout ce qu'il faut pas en fait, pour s'endormir? Alors, c'est un processus qui peut demander du temps et de la motivation. Alors, le facteur motivationnel, il est important, que ce soit dans le trouble du sommeil ou dans n'importe quelle thérapie de manière générale. Et ça dépend de l'ampleur de la difficulté. Souvent, bah, ça m'est arrivé récemment, bah, cette semaine, c'est drôle, chez une petite qui a du mal à s'endormir et pour qui sa seule solution, c'est justement les écrans. Parce que dans son profil, elle s'inscrit aussi dans un trouble anxieux plus général et que le contenu de l'écran fait guise d'évitement sur certaines pensées. Souvent, c'est vrai que pour s'endormir, on a toutes nos petites stratégies un petit peu au quotidien. Donc, souvent, ça peut être, voilà, on met l'oreiller de telle manière, etc. Et pour certains, ça va être de regarder les écrans, de regarder une série. Ça peut être très rapide ou alors très long, ça dépend de la personne et ça dépend du contenu qui est regardé.
Et puis, ça dépend de tout le contexte qu'il y a autour. C'est vrai que répondre tout de suite à cette question, c'est compliqué, mais il va falloir analyser plus précisément. On n'a pas une clé unique, c'est en fonction de chaque situation. Voilà. Oui, d'accord. Et en l'occurrence, si on prend l'exemple, de cette jeune fille, est-ce que finalement on pourrait dire que regarder des vidéos dans son cas, si imaginons elle s'endort quand même assez vite, finalement c'est quand même une bonne stratégie? Ou est-ce que toi tu as d'autres, outils à lui proposer pour quand même qu'elle puisse s'endormir sans regarder d'écran? Alors, en soi, c'est une stratégie d'adaptation. Souvent, ce qui est mis en place quand on a des difficultés de sommeil, avec la meilleure volonté du monde, on va mettre des choses en place qui vont être contre-productives au sommeil. Souvent, dans le cas de l'insomnie, par exemple, la première pensée qu'on peut avoir, c'est bah, oh non, il faut que je dorme parce que demain, il faut que je sois en forme. Se dire ça, il faut que je dorme, ça implique un processus de volontaire et l'endormissement est tout sauf quelque chose de volontaire où on se dit c'est bon, là je m'endors et ça se passera très bien. Non, c'est quelque chose d'assez automatique. Le corps est bien fait, le cerveau est bien fait. Donc la fonction ici du téléphone, donc le but, ça va être de déterminer pourquoi il y a ce téléphone, pourquoi il y a cette appétence et pourquoi il n'y a pas d'autres techniques qui sont mises en place. Pour le coup, je pense que ça s'inscrit plutôt dans le cadre d'un trouble anxieux et que c'est par ce biais-là que je vais aller fouiller en thérapie et pour lequel c'est par ce biais-là que je vais donner aussi des stratégies qui vont permettre, si l'écran permet de diminuer un état de tension interne, un état anxieux, le but c'est d'apporter d'autres stratégies à part l'écran qui vont permettre d'apporter les mêmes résultats, donc un apaisement de l'organisme, un apaisement des pensées au moment de l'endormissement, qui va faciliter l'endormissement et qui va le rendre aussi beaucoup moins long, pour le coup, parce que regarder un écran avec un contenu qui est attractif va avoir tendance, en général, en moyenne, hein, chez les personnes, à retarder cet endormissement. Et au-delà d'une demi-heure, ça devient quelque chose qui peut perturber en tout cas le reste de la nuit. Donc voilà, le but c'est de rétablir un petit peu ça en proposant des stratégies alternatives qui ont à peu près la même fonction que celle du téléphone. Si la fonction c'est l'évitement, on va parler plus spécifiquement de cet évitement. Et si la fonction c'est l'apaisement euh, à la fois des pensées et du corps, bah, du coup on va proposer des stratégies qui vont permettre d'apaiser le corps, comme par exemple les stratégies de relaxation, où on va apprendre à l'enfant à acquérir ces stratégies-là. Et puis si c'est les pensées, eh bien, stratégie plutôt de l'ordre de la restructuration cognitive ou autre. Bon, chez l'enfant, chez cette petite, en l'occurrence, un peu moins, puisque elle est assez jeune et la restructuration, on l'a fait un peu plus tard. Mais, voilà, enfin, globalement, c'est ça, c'est apporter en tout cas des stratégies autres qui vont permettre d'apporter un apaisement pour l'organisme. Pour ce cas-là, c'est plus lié probablement à un état anxieux à ce moment-là. Donc, si je comprends bien, c'est vrai que parfois, donc le manque de sommeil chez l'enfant, c'est pas forcément de la fatigue, ça peut être aussi de la nervosité, de l'agitation, plein d'autres éléments qui peuvent montrer que finalement il y aurait un manque de sommeil. Et donc ce que tu disais, c'est intéressant je trouve de dire, si au-delà d'1 demi-heure, on a du mal à s'endormir et qu'on sent par exemple qu'on dort mal la nuit, qu'on a des difficultés en tout cas par rapport à ça, par rapport, à l'endormissement et le sommeil en général, ça peut être intéressant de consulter un spécialiste alors, qui pourra, lui aussi déceler peut-être qu'il y a d'autres problèmes qui, viennent impacter effectivement le sommeil. Mais le manque de sommeil, par exemple, dans le cas de cette jeune, les difficultés d'endormissement sont liées à un trouble anxieux. Donc ça va être intéressant pour le spécialiste de rencontrer vraiment la personne, de cerner, son contexte, plus global, de vie pour pouvoir proposer des solutions qui soient adaptées et pas forcément, ça sert en fait un peu à rien de trouver des solutions qu'on va aller piocher sur internet et qui finalement vont peut-être pas nous correspondre à nous, à notre, profil en fait. Exactement. On dort tous et on a tous, au cours de notre vie, parfois des difficultés à pouvoir
à pouvoir s'endormir ou parfois des réveils pendant la nuit où ça peut être très pénible de ne pas pouvoir se rendormir à ce moment-là. Et voilà, c'est sur un continuum, c'est-à-dire que en général, les patients consultent quand on en arrive à un extrême, c'est-à-dire qu'il y a une fatigue très importante pendant la journée. Je pense à un adolescent que j'ai vu récemment qui a ce qu'on appelle un décalage de phase. Il va dormir plus tard, il va se réveiller plus tard. Donc ça, c'est caractéristique à l'adolescence. Mais là, il est très important, ce décalage de phase. Donc, par exemple, c'est un adolescent qui va se coucher à 3 à 4 heures du matin et qui va se lever à 6 heures du matin. Donc c'est très problématique puisque 3 heures de sommeil pendant la journée, ça génère une fatigue tellement importante qu'il n'arrive plus du tout à suivre en cours, qu'il va se mettre à avoir une sieste en fin de journée, donc vers 17 heures, donc entre 17 18 heures jusqu'à 20 heures, et après il va repartir au lit à 22 heures sans pouvoir s'endormir. Ce qui est normal puisque du coup il est complètement décalé. Mmh. Et voilà, l'idée, ça va être de proposer des stratégies qui vont lui permettre de se recaler sur un rythme normal. Mais du coup, là, il consulte justement pour un extrême. Parfois, on a des perturbations de l'endormissement et souvent, c'est dû à l'état de veille, à un état, quelque chose qu'on a en tête, voilà, qui nous perturbe et qui va venir impacter le sommeil parce que ça va venir activer les zones de l'éveil. Et cette suractivation de l'éveil va faire que ça va être difficile de rentrer dans l'activation des zones du cerveau qui sont impliquées dans le sommeil, qui sont beaucoup moins nombreuses pour le coup que les zones de l'éveil. Donc, voilà. Et après, du coup, sur la prise en charge, on va évidemment s'intéresser au contexte global et comme tu le dis juste avant, c'est-à-dire qu'on va pas, il n'y a pas une technique qui va permettre de régler toutes les solutions possibles. Ça, souvent, on voit beaucoup ça, effectivement, sur Internet, où on se dit, bah, tiens, j'ai un problème de sommeil, je vais regarder sur Internet la solution pour... oui, non, ça n'existe pas vraiment, il faut s'adapter à chaque contexte, et ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça qu'en TCC, donc en thérapie comportementale et cognitive, donc c'est par ce biais-là que je vais entamer la clinique sur le sommeil. On va d'abord s'intéresser à l'historique du trouble, à la manière dont c'est arrivé, quels sont les éléments déclencheurs et quels sont les éléments qui vont maintenir aussi la personne dans cet état pathologique. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Donc, on va analyser le fonctionnement du patient, plus précisément, et lui expliquer à la fin, donc une perspective de psychoéducation, lui expliquer, bah voilà, votre fonctionnement, c'est celui-ci. Et le but de la thérapie, ça va être d'essayer de sortir un petit peu de ce fonctionnement. Voilà. Et après, on va proposer des stratégies, donc à travers aussi une analyse fine de son sommeil, en tout cas des représentations qu'il a de son sommeil et ensuite évaluer l'efficacité à un moment donné de notre intervention sur la qualité du sommeil de l'enfant ou de l'adolescent. D'accord et alors justement, tu parles des TCC et la dernière question des auditeurs était: on entend beaucoup parler des thérapies cognitivo-comportementales, mais qu'est-ce que c'est en fait exactement, ces thérapies? Alors, les thérapies cognitives et comportementales, c'est un type de psychothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse, c'est une question qui est très vague et qui demande je pourrais passer beaucoup de temps à répondre à ça. Disons qu'elle s'inscrit sur un courant comportementaliste de base, donc la compréhension du comportement de l'animal et de l'être humain, et de savoir qu'est-ce qui va motiver à apprendre quelque chose. Et on part du postulat que une grande partie des psychopathologies résultent d'un apprentissage. Et tout ce qui résulte d'un apprentissage peut être désappris à un moment donné. Donc on a trois vagues générales et une quatrième pour certains. La première, c'est une vague comportementale. Donc on va utiliser des thérapies comportementales, voilà, basées sur le conditionnement. Donc on a le conditionnement de Pavlov et le conditionnement aussi de Skinner, et le conditionnement de Bandura, hein, qui est le conditionnement social. Et puis, on a une deuxième vague qui vient se greffer à cette première, qui va être tout à fait complémentaire à celle-ci, ce qui est la vague cognitive. La vague cognitive, elle va s'intéresser plutôt aux pensées, donc elle a été abordée plutôt par Aaron Beck, hein, dans le cadre des pensées dans la dépression. Le but, c'est de repérer ce qu'on appelle les biais cognitifs et de pouvoir les remettre en question chez le patient, puisque ces biais le maintiennent dans un état pathologique. Et à ça se greffe une troisième vague plus récente, qui est une vague plus expérientielle pour le coup, qui est la vague émotionnelle, qui va incorporer
la thérapie d'acceptation et d'engagement, donc on appelle la thérapie ACT, tout ce qui est aussi, qui résulte en partie de la thérapie des schémas, qui fait partie aussi de la deuxième vague, et puis toutes les pratiques de pleine conscience. Et certains auteurs parlent d'une quatrième vague en émergence, qui est plutôt la vague liée aux nouvelles technologies, à l'apparition de la réalité virtuelle, etc. Donc les TCC, c'est un type de psychothérapie sur lequel on va s'intéresser aux pensées, au comportement et aux valeurs de la personne, si je devais voilà, donner une réponse assez générique. Oui, bah, c'est vrai que c'est assez, clair, cette explication et on voit bien, je trouve aussi, comment toi tu l'utilises pour la clinique du sommeil. C'est-à-dire, bah, voilà, vous avez une habitude d'endormissement, une habitude, par rapport à votre sommeil. Eh bien, pourquoi cette habitude s'est instaurée? Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de se déshabituer un peu de cette routine-là et trouver d'autres, éléments en faisant effectivement de la psycho, un peu éducation et voilà, proposer en fait au patient un petit peu plus des solutions pour que lui soit vraiment, acteur de ça et après essayer d'évaluer ensemble si ce qui est mis en place fonctionne ou pas et ajuster en fonction. C'est ça. En fait, les TCC s'inscrivent comme une étude de cas unique. Le but, c'est que le patient arrive, il va avoir une problématique, une plainte. On va essayer de lui proposer, donc nous, notre regard. Lui va le valider. Est-ce que ça me paraît cohérent ou pas? Donc ça, c'est important, hein. On n'impose rien, on demande, on s'adapte à chaque personne. On va apporter, derrière, on va mesurer un petit peu ces symptômes, ce qu'on appelle une ligne de base. Le but, c'est de proposer, via des questionnaires, des résultats assez chiffrés sur la symptomatologie. Et comme ça, on va reproposer ces mêmes questionnaires à la fin de la thérapie pour faire la différence entre le début et la fin et le montrer au patient en disant, bah, vous voyez, comme ça, on va reproposer ces mêmes questionnaires à la fin de la thérapie pour faire la différence entre le début et la fin et le montrer au patient en disant, bah, vous voyez, vous étiez là au début. Et à la fin, vous êtes là. On voit que c'était plutôt efficace pour vous. Voilà, vous avez pu mettre en place les stratégies qu'on a apprises qui vous a permis de gérer votre psychopathologie au quotidien. Et dans ce cadre-là des TCC, c'est vrai que dans le cadre des TCC sur le sommeil en particulier, et dans les autres aussi, pour le cas du sommeil en particulier, on va utiliser, enfin en général, on utilise plusieurs techniques qui sont assez générales. Donc sur le plan de la thérapie, on va commencer par une psychoéducation. Cette psychoéducation va nous permettre d'expliquer au patient non seulement son fonctionnement à lui, mais aussi le fonctionnement du sommeil normal. Souvent, les patients arrivent et ils ne savent pas trop comment fonctionne le sommeil normal. Ils ont en tête que, bah, par exemple, une personne lambda doit dormir 8 heures. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, on lui explique un petit peu, on essaie qu'ils comprennent en tout cas tous ces éléments liés au sommeil. Donc, notre but, c'est ça, c'est de pouvoir lui enseigner un peu ça. Une fois qu'il a bien compris ça, on va lui enseigner, on va gérer un petit peu l'environnement. On va commencer par ça, on va proposer des stratégies sur ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. Et cette hygiène du sommeil, on va s'intéresser bah, à la chambre. Est-ce que tous les éléments de son environnement sont favorables à l'émergence du sommeil? Bien sûr, on ne peut pas tout contrôler, mais au moins en grande partie, et puis de se faire un avis global sur la question. Après, on peut utiliser deux autres techniques qui sont plutôt le contrôle du stimulus. Donc là, l'idée, c'est que le lit et la chambre en particulier doit être associé au sommeil, à l'état de sommeil, et pas à autre chose. Si le patient passe toute sa journée, par exemple, dans le lit et dans la chambre, à faire beaucoup d'activités, des jeux vidéo, beaucoup de lectures, etc. Du coup, des choses qui vont qui vont activer l'éveil, ça va être contre-productif pour le sommeil. Donc le but, encore une fois, c'est d'avoir à la fois un environnement, puis de bonnes habitudes de vie qui vont permettre l'instauration favorable du sommeil. On peut utiliser d'autres techniques qui vont lui permettre de se recaler sur des rythmes qui lui conviennent pour son fonctionnement quotidien. Fonctionnement qui est souvent lié à des aspects aussi sociétaux, hein. Il faut se lever à telle heure pour aller à l'école ou aller au travail à telle heure, etc. Le but, c'est de trouver un sommeil qui lui correspond à lui en utilisant voilà, des stratégies mises en place et des outils qui vont nous permettre, qui vont permettre au patient de comprendre son sommeil, d'avoir
prendre un peu de recul et de regarder comment il fonctionne, ce qu'on appelle par exemple l'agenda de sommeil. Et cet agenda de sommeil va être très utile tout au long du suivi avec le patient. Voilà. Et en parallèle, on peut utiliser des techniques de restructuration cognitive pour justement aborder toutes ces pensées autour du sommeil. Euh, une pensée type, c'est bah, hier soir, j'ai fait une nuit blanche. Et quand on lui fait remplir l'agenda du sommeil, on se rend compte que non, il n'a pas fait de nuit blanche. Il a peut-être dormi 3 heures d'un côté, 3 heures de l'autre. Ça a été très dispersé, mais il a dormi à un moment donné. Le but, c'est de remettre en question ses pensées. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui vont nous aider. Et puis, on a des techniques aussi d'entretien qui nous permettent de remettre en cause ses pensées et qui vont permettre au patient de se sortir un peu de tous ces facteurs qui le maintiennent dans un état pathologique. Voilà. J'espère que j'étais clair. Oui, c'est très clair et on sent effectivement que c'est un sujet qui te passionne et j'espère que ce type de contenu pourrait, bah, voilà, faire penser à des personnes à aller consulter, pourquoi pas un neuropsychologue qui se serait orienté un peu, vers la clinique du sommeil. C'est super intéressant. Alors, c'est pas forcément les neuropsychologues en soi, ça va être toutes les, ça peut être un psychologue aussi, ça peut être un neuropsychologue, ça peut être d'autres thérapeutes qui auront fait cette démarche aussi d'apprendre les TCC, donc de faire, moi je suis passé par un diplôme universitaire de 2 ans supplémentaires pour pouvoir avoir cette spécificité. Certains masters proposent directement une orientation TCC, mais les TCC sont importantes dans ce traitement du sommeil. C'est pas juste la spécialité neuropsychologie, ça va être vraiment cette capacité à pouvoir proposer des TCC adaptés à insomnie. On a des TCC qui aujourd'hui sont spécialisés justement pour le sommeil. On parle de TCC-I comme insomnie et qui vont proposer spécifiquement des traitements sommeil. Et l'idée, c'est plutôt ça, c'est que oui, on peut orienter vers, si on voit que souvent, ces difficultés de sommeil résultent en tout cas d'une problématique qui peut être mise en lien avec les TCC, qui ne résulte pas forcément parfois d'un trouble plus global, hein, comme les apnées du sommeil, par exemple. Là, il faudra aller voir plutôt un médecin du sommeil. Et la médecine du sommeil est très importante. Donc, la première consultation, ça peut être plutôt le médecin du sommeil à ce moment-là, qui orientera peut-être vers un thérapeute en thérapie comportementale et cognitive. L'idée, c'est plutôt ça. Et pourquoi les TCC? Parce qu'en fait, dans les recommandations de bonnes pratiques sur, par exemple, le traitement de l'insomnie, le traitement de première intention, ça va être les TCC. Et ensuite, on va passer sur de la médication ou autre. Mais d'abord les TCC pour voir si on peut avoir un effet, puisque c'est un type de psychothérapie qui est fondé sur des données probantes, donc qui est censé en tout cas avoir suffisamment de preuves de validation scientifique pour avoir démontré son efficacité clinique auprès des patients. Donc tout ça, ce sont des moyennes, bien entendu, mais voilà, OK, ben écoute, merci beaucoup, c'est d'avoir répondu aux questions des auditeurs. C'était, très riche et très clair avec plaisir. et alors du coup, je vais passer aux questions un peu emblématiques, du podcast qui concluent un petit peu aussi, l'épisode. Mhm. Alors pour toi, quel objet représente le mieux ta pratique aujourd'hui? Ah bah je dirais le chronomètre. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma pratique. Euh, J'utilise parfois en TCC, puis beaucoup, beaucoup en neuropsychologie, dans le cadre du testing, même en dehors, où ouais, ça peut être tout ce qui peut être chronomètre, timer, etc. OK et la dernière question, c'est si tu n'étais pas psy, tu ferais quoi? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Si j'étais pas psy, euh, j'aurais bien aimé faire vétérinaire. Voilà, D'accord. ce qui n'a rien à voir. Ouais, pour quelle raison aussi? Parce que j'adore enfin, j'adore les animaux, puis la clinique de l'animal, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup au départ. Donc, ça aurait été soit vétérinaire, soit après, ça aurait été photographe, ça aurait été euh, ébéniste, ça aurait été toutes les choses qui me passionnent un petit peu au quotidien et qui me permettent de me vider un petit peu l'esprit. Donc voilà, si ça n'avait pas été neuropsychologie, ça aurait été ça. Eh ben super.
Et alors ensuite, je voulais parler un petit peu aussi de la plateforme collaborative que tu as créée, qui s'appelle donc r-cog.com. Et donc, si j'ai bien compris, c'est destiné en fait aux psychologues spécialisés en neuropsychologie pour pouvoir partager en fait des contenus qui peuvent être ensuite réutilisés par l'ensemble des professionnels qui utilisent la plateforme. Et donc, c'est important pour toi qu'elle soit EBP, ça veut dire Evidence Based Practice. Donc, c'est des contenus qui sont scientifiques et approuvés, donc plus ou moins scientifiquement, avec des petites vignettes qui sont accolées au contenu de chaque neuropsychologue qui partage ces éléments-là. C'est bien ça? Alors oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est vrai que cette idée-là, ça émane d'un peu l'après confinement. Pendant le confinement, je m'étais dit, en fait, j'ai toujours été frustré par le fait que on nous ait, enfin, sur le plan de la formation, on nous ait pas dit de nous appuyer forcément sur la littérature scientifique pour proposer de la remédiation cognitive. Alors, ça peut être remédiation, réhabilitation. Le terme de remédiation, c'est quelque chose qui est assez large. Et j'ai toujours été frustré par ça. Et un jour, j'ai fait un MOOC sur cette pratique, le BP, l'Evidence-Based Practice, et que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc, j'ai suivi ça en pratique et j'ai eu de bons résultats assez rapidement. Et donc, j'ai proposé à mon frère, qui lui est ingénieur en informatique, de s'associer pour créer un site, une plateforme qui nous permettent d'avoir des activités en neuropsychologie pour lesquelles on sait, en tout cas on s'inspire de données probantes disponibles dans la littérature scientifique pour proposer des activités. Donc voilà, le but c'était ça, et toujours cet attrait déjà gratuit, gratuité un petit peu pour tous, et puis l'accès à des activités qui sont fondées sur des preuves et pas quelque chose qui est créé un petit peu au hasard sur l'expérience, etc. Et cet aspect collaboratif qui me tenait un petit peu à cœur pour que tout le monde puisse euh, mettre un petit peu son grain de sable dans les activités qui sont proposées en neuropsychologie. Donc ça, c'était intéressant. C'est vrai que le BP, c'est quelque chose qui est vraiment pertinent, qui pour moi s'inscrit dans l'avenir de la pratique en neuropsychologie et qui sera la pratique de demain, que ce soit en neuropsychologie ou en psychologie et qui s'intéresse, en fait, le BP s'intéresse à, ils ont plusieurs piliers. Et parmi ces piliers, on va voir le pilier recherche, donc on va s'intéresser aux meilleures données probantes disponibles dans la littérature scientifique. Donc ça demande des capacités à pouvoir lire aussi des articles à l'international et plutôt anglophone en général. Et se baser sur aussi l'expertise du clinicien, sur une pathologie donnée, sur un profil donné, et se baser sur les caractéristiques, les valeurs, les préférences du patient, et aussi sur le contexte organisationnel, l'environnement qui est autour du patient, et d'intégrer tout ça dans le suivi. Donc l'idée, c'est que en pratique, quand je reçois un patient pour un accompagnement en neuropsychologie, je vais me renseigner dans la littérature sur les outils qui peuvent être le plus appropriés pour accompagner ce patient en fonction de sa problématique, de son âge, et puis ensuite d'adapter ces données-là, ces activités, ces outils à son contexte de vie, à ses valeurs, à ses préférences, et puis aussi à l'expertise que moi j'ai déjà sur ce type de profil. D'accord. Mais alors, j'ai appris avec toi d'ailleurs ce que c'était. Enfin, j'avais déjà entendu parler, mais ce que c'était exactement le BP, parce que effectivement, je n'en avais pas du tout pas entendu parler quand j'étais à l'université. Donc, très intéressant. Mhm. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir répondu présent et d'avoir répondu aux questions. C'était très sympa de t'avoir dans ce podcast. Eh bien, merci à toi. C'était un très grand plaisir et puis ça m'a fait plaisir de répondre à tes questions et puis aux questions de tes auditeurs aussi. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup pour ce temps en tout cas. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Cela aiderait aussi énormément le podcast à se faire connaître si vous pouviez partager cet épisode à ne serait-ce qu'une personne de votre entourage. Allez, c'est parti! Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter qui est tous les 15 du mois, qui propose un récap très fourni de chaque épisode. Le lien est juste en barre d'infos. Autrement, on se retrouve sur Facebook et Instagram, @lachaînepsy, pour que vous puissiez peut-être à votre tour poser une question à la prochaine ou au prochain psychologue. Vous pouvez aussi m'écrire et me partager vos retours pour faire évoluer le podcast et la chaîne en général.